Polysécure, épisode plus technique. Je suis accompagné de Gabriel. Salut. Oui, Gabriel Tessier. Oui. Oui, et ça, là, je vais le garder ce coup-là, mais ça m'arrive des fois d'être dans l'une et faire deux choses en même temps, et voilà, bienvenue dans mon monde. Je réfléchis à d'autres choses en même temps. Bref, aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Cette fois-ci, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'éléments de cet élément-là. Fait que si vous voulez voir sur YouTube, il y aura probablement les diapos que Gabriel va nous montrer. Autrement, on va aller avec plus du parler. On va aborder la vulnérabilité avec OME, qui a fait les nouvelles cette semaine, puis c'est à mon sens un peu triste. Et ensuite, on va voir Ignite qui a eu des annonces à M365 très intéressantes. Exactement. Et oui, en effet, là, c'est les dernières semaines qui ont été chargées côté nouvelles Microsoft. Donc, tant mieux pour nous, ça nous fait des choses à discuter. Et par contre, en effet, là, il y a des points positifs, mais des points un peu plus négatifs. Là. On va commencer d'ailleurs avec ce point-là relatif à la faille au niveau du mode d'opération pour le chiffrement avec Office 365 Messenger Encryption. Donc, comme vous le savez peut-être, au niveau des services M365, il y a maintenant, par défaut, une méthode pour mettre en place du chiffrement. Ça fait déjà plusieurs années, je pense même que c'est déployé, ça. Où ce qu'on peut aller utiliser ce qu'on appelle communément OME, ou Office 365 Message Encryption, pour mettre en place du chiffrement pour la communication de courriel. Malheureusement, on a découvert, ou je dis on, mais pour donner un crédit là où crédit est dû, c'est M. Harry Sintonen, ou Sintonen, je ne sais pas trop comment le dire, de WithSecure Consulting, qui a fait cette découverte-là, et ça date du début de l'année, donc on parle de janvier 2022, où cet homme-là s'est rendu compte que le mode d'opération pour le chiffrement avec OME utilise Electronic Codebook comme Cypherblock, ce qui implique que c'est possible, lorsqu'on intercepte un message qui a été chiffré de cette façon-là, d'être en mesure de, toute la technicalité de comment aller extirper le message est expliquée dans l'article que Nicolas mettra probablement en référence. Le but aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans toute cette technicalité-là nécessairement, mais simplement de vous en informer. Là. Mais bref, comme vous pouvez le voir, il y a moyen d'aller extirper une image du contenu du courriel qui a été chiffré. Ce qui est encore plus triste par rapport à ça, non seulement c'est faillible, mais c'est ça a été découvert au mois de janvier 2022. Monsieur Sintonen a utilisé le programme de Bug Bounty de Microsoft pour les en informer. Il a reçu une belle somme de 5 000 $ pour ça, parce qu'il considérait que c'était réellement un problème de sécurité, évidemment. Là où c'est un peu plus triste, c'est que par la suite, il n'y a pas eu de suivi. Il a contacté Microsoft à nouveau au mois de mai, sans réponse. Et finalement, il les a notifiés au mois d'août, à la fin du mois d'août dernier, que il allait faire un public disclosure pour informer le public de cet enjeu-là. Et Microsoft est revenu vers lui en lui disant que finalement, c'était pas considéré comme étant une brèche de sécurité, qu'il n'y avait pas de changement au niveau du code qui était prévu, puis qu'il n'y aurait pas de CVE qui allait être publié par rapport à ça. Donc, c'est là où on arrive à aujourd'hui, ou plutôt le 14 octobre dernier, où WithSecure a publié cette information-là. Et voilà. Donc, tous ceux qui utilisent OME aujourd'hui, c'est vulnérable. Cela dit, hier, au moment où ils ont publié tout ça, il n'y avait pas ça. Ça a été ajouté hier. Donc, le timing est bon pour l'enregistrement aujourd'hui. On a une mesure de mitigation partielle. La semaine passée, ce que je disais aux gens, c'est qu'il n'y avait pas d'autre mesure de mitigation que d'utiliser une tierce partie pour faire le chiffrement des courriels. Mais maintenant, il a été découvert que cette vulnérabilité-là, finalement, n'était pas applicable dans la mesure où les gens sont obligés de passer par le portail de Office 365 Message Encryption pour accéder aux messages. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent un peu moins la technicalité de comment fonctionne OME, là, quand tu mets en place le chiffrement avec ça, dépendamment du contexte où la personne qui reçoit le message va aller consommer le message,
elle peut l'ouvrir directement, soit dans Outlook ou d'autres moyens, mais il y a aussi moyen de faire en sorte que la personne ait besoin de se connecter au portail sécurisé d'OME pour aller consulter le courriel. Et à ce moment-là, ben, étant donné que le courriel qui est envoyé dans la boîte du destinataire, c'est un courriel qui contient juste un lien vers le portail, ben, il n'y a pas moyen d'intercepter puis de déchiffrer le contenu, étant donné qu'il n'y a pas de contenu à déchiffrer en tant que tel. Donc, on parle de mesures de mitigation partielle parce que, évidemment, tous les messages qui ont été envoyés dans le passé et qui ont été interceptés, ben, sont toujours sujets à se faire défoncer, pour parler communément. Mais sinon, on peut aller mettre en place une nouvelle règle de transport avec Exchange. Et le détail est indiqué ici pour aller forcer à ce que tous les messages qui sont chiffrés avec OME soient nécessairement ouverts à partir du portail sécurisé. C'est qui fait la seule différence à ce moment-là, c'est parce que quand on est dans l'environnement M365, généralement, c'est justement, on avait cette fluidité naturelle qui était incluse, là, qui naturellement, là, c'est ça qui est vulnérable. Puis oui, la version web, quand on envoie un courriel à nos amis à l'extérieur de l'environnement M365, eux autres, ils sont obligés de passer par le dit portail, là. Puis il y a certaines entreprises qui utilisent ce portail-là pour la commission sécurisée à l'extérieur. Puis il y a comme une certaine quand même une utilisation, là, fait qu'au moins ça vient là, mais il reste que sur les serveurs Exchange, le message à l'origine il demeure toujours relativement vulnérable et il n'a pas le même degré de protection qu'on pourrait attendre. Puis c'est peut-être ça le problème. Ben ça, le plus important à signifier, c'est que là, on a des présomptions. On s'attend que ça soit à un niveau. Puis quand que ça matche pas avec la réalité, ben là, on a un problème. Maintenant que là, on va faire matcher ça avec la réalité, ben là, on va faire attention conséquemment à cet usage-là. Somme toute, tantôt, je trouve ça très triste, puis c'est un très beau produit en soi. Là. Je trouve ça un peu bizarre qu'il ait fait ce choix-là, mais en effet, parce que c'est ça, c'est pas fréquent, là. C'est pas évident de mettre en place une solution de chiffrement tout intégré comme ça, où ce que tu n'as pas justement à passer par un portail web nécessairement et tout ça. Donc, c'était bien pour ça, mais bon, c'est malheureux. On va voir si avec le fait que ce soit maintenant public et discuté tout azimut, peut-être que Microsoft va changer d'avis. On le souhaite. Autre petit point que je veux juste souligner par rapport à la règle de transport pour la mesure de mitigation. Je veux juste noter là, que pour la règle de transport, ça mentionne de mettre en place la mesure de protection Do Not Forward ou ne pas transférer. Pourquoi? J'ai une hypothèse, je suis pas certain à 100%, j'ai pas été en mesure de le tester étant donné que ça a été c'est sorti cette mesure-là hier. Mais j'ai l'impression que c'est parce que si on met juste le chiffrement puis qu'on bloque pas le transfert, la personne qui ouvre le message dans le portail sécurisé, si elle peut le transférer par la suite, ben ça va pas nécessairement forcer l'ouverture à partir du portail sécurisé. C'est mon hypothèse. C'est une hypothèse qui fait beaucoup de sens hein, par rapport à ce que je connais du fonctionnement. Là. Ben ouais, c'est ça que je crois aussi, là, mais bref. Ouais, ça oblige dans le fond de rester à l'intérieur du portail, de ne pas se faire suivre le courriel ailleurs, puis justement être capable de le casser, malheureusement. Donc, puis ça vient ajouter une restriction supplémentaire, par contre, qui est un autre petit point triste par rapport à ça, là, dans le sens que si tu veux mettre du chiffrement, ben à ce moment-là, celui qui reçoit le message ne sera pas en mesure de faire grand-chose avec. Là. Il ne pourra pas le transférer à personne. Etc. Ouais. Ça enlève un peu la valeur de l'ensemble, mais bref. On va voir si Microsoft va réagir ou va changer son fusil d'épaule vu le tollé que ça va faire. J'imagine qu'il va y avoir des clients quand même importants qui utilisent ça, qui vont justement mettre de la pression sur Microsoft. Fait qu'il n'y a rien comme un peu de pression des clients pour aider à l'adoption de meilleures pratiques. Plate, mais exactement. C'est assez efficace. Oui, en effet. Le second point, Ignite, qui est la conférence de Microsoft, dans laquelle ils font beaucoup de belles annonces, des annonces très intéressantes, puis dont sur M365, dans laquelle tu vas... Ils n'en ont pas parlé d'OME à Ignite. Ça leur tentait peut-être pas. T'es pas dans le mood. Non, c'est ça. Hein. Mais oui, en effet, Ignite qui s'est conclu la semaine dernière. Et évidemment, on va plus se concentrer aujourd'hui sur les aspects de sécurité relatifs à Microsoft 365. Donc, il y a énormément de nouvelles
qui sont sortis dans les dernières semaines par rapport à Ignite sur un paquet de sujets différents et d'autres éléments de sécurité plus spécifiques à Azure aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le volet Microsoft 365, à commencer par la sécurité au niveau de Microsoft Edge. Il y a eu quelques nouvelles par rapport à Edge, des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour les organisations qui exigent l'utilisation de Edge notamment. Donc, Microsoft est assez bon pour pousser encore une fois l'utilisation d'une de leurs solutions parce que c'est plusieurs éléments qui fonctionnent juste avec Edge. Premièrement, ce qu'ils ont appelé le Typo Squatting Checker, qui est une fonctionnalité qui est activée par défaut. Donc, dès que vous avez Edge à la version 107, Typo Squatting Checker est actif. Et c'est une petite fonctionnalité que je trouve qui a beaucoup de potentiel, que j'aime bien. C'est simple, mais c'est simplement une fonctionnalité qui fait en sorte que ça va aller valider ce qui est entré dans le champ d'URL. Et s'il y a un typo potentiel, il va simplement mettre un écran d'avertissement pour dire est-ce que c'est vraiment sur ce site-là que vous souhaitez aller. Donc, j'ai mis une petite image qu'il y avait sur le site qui expliquait la fonctionnalité. C'est par exemple quelqu'un qui met un 0 ou un P ou au lieu du O dans office.com va avoir ce genre d'image-là qui dit You might have misspelled office.com. Très intéressant, justement, pour toutes les erreurs. De toute façon, on en fait tous. Il y en a qui sont utilisés par les malveillants et il y en a qui sont faites par erreur. Puis, généralement, les typos nous amènent sur des sites malveillants aussi. Que le typo soit fait par erreur ou non. Là, j'en ai quelques exemples dans le fond. Puis bon, le problème que j'ai avec ça dans mon cas, c'est ça se garde dans la cache des sites visités. Fait que quand on retape trop vite, il nous envoie directement sur le site, le mauvais site en premier que sur le bon site. Mais je trouve ça va sauver bien du trouble à bien des gens, ce genre de gizmo-là. Oui, en effet. Deuxième fonctionnalité ici par rapport à Edge, celle-ci n'est pas active par défaut. C'est encore avec la version 107, mais elle est désactivée, donc c'est une opt-in feature. Il faut aller l'activer manuellement ou via une GPO ou peu importe la façon que vous utilisez pour configurer votre parc informatique. Donc ici, Enhance Your Security on the Web. Il y a 3 niveaux de sécurité différents, mais juste pour savoir qu'est-ce que ça mange en hiver concrètement, cette fonctionnalité-là. C'est une fonctionnalité qui permet de changer le comportement de Edge en fonction de la familiarité qu'il y a avec certains sites web et aussi en fonction du comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que le niveau basic, qui est le niveau qui est recommandé par Microsoft à la base, Microsoft Edge va avoir un comportement plus restreignant, c'est-à-dire qu'il va désactiver, par exemple, du JavaScript just in time. Il va aller faire en sorte que il va avoir une protection supplémentaire au niveau de ce qu'il appelle Hardware Enforced Stack Protection puis Arbitrary Code Guard. Donc, bref, il y a des mesures de protection supplémentaires pour tous les sites que Edge considère qui sont moins populaires. Donc, au niveau basic, ça va pas se baser sur le comportement de l'utilisateur. C'est vraiment juste selon la base de connaissances de Microsoft. Du moment où on tombe au mode balanced, ça va reprendre cette même base de connaissances-là, mais ça va aussi aller se baser sur le comportement de l'utilisateur. C'est-à-dire que si un utilisateur visite un site pour la première fois, il va avoir plus de restrictions que s'il va à tous les jours. Et puis finalement, le mode strict qui est pas recommandé par Microsoft. Là, évidemment, c'est quelque chose que j'ai pas eu encore une fois le temps de tester depuis une semaine là, pour vous indiquer à quel point c'est intrusif ou non. Mais il est écrit dans la documentation que les utilisateurs pourraient avoir plus de défis à accomplir leurs tâches habituelles. Puis il y a cependant moyen de mettre des exceptions sur certains sites. Donc, ouais, ça me rappelle dans Internet Explorer les choses de zone intranet, Internet et ces éléments-là, un peu comment les restrictions se changeaient selon la nature du site qu'on devait aller, mais j'imagine que c'est une chose qui justement ramène des vieilles réflexions de Internet Explorer que maintenant utilisent comme Chromium comme moteur, qui ont abandonné beaucoup de leur
leur concept. Fait qu'ils ramènent, j'espère, juste les bons morceaux. Oui. Explorer. Dans Explorer, il y avait cette notion-là, mais elle n'était pas basée sur le comportement de l'utilisateur non plus. Donc, un petit peu plus d'intelligence ici, ça peut devenir plus intéressant. Là. Le troisième point ici, par rapport à Edge, bon, il y a Microsoft Tunnel, je vais en reparler un petit peu aussi avec Mam parce que j'ai un point plus loin par rapport à Intune. Et ne vous détrompez pas. Je me suis pas trompé parce qu'il avait changé de nom à Microsoft Endpoint Manager. Mais à Ignite, ils ont annoncé que c'est à nouveau Microsoft Intune. Ils sont revenus. Ils sont revenus à Intune. Ah, ça, c'est. Moi, je trouve ça très difficile de suivre, là, les changements de nom de Microsoft. Et c'est sur une base quasi quotidienne qu'ils viennent changer les noms des produits là, un peu partout. Là. Mais bon, bref. Je suis content parce que je le connaissais plus sur Intune que sur MDM. Ouais, ben je pense que c'était un des pires Intune. Là. Selon mon expérience, en tout cas, là, je connais pas personne quasiment là, qui appelait plus ça Intune. Puis même dans la documentation de Microsoft, ils n'avaient pas changé ça ben. Bref, on va revenir au niveau du tunnel un peu plus tard. Puis le dernier point par rapport à Edge, c'est ce qu'il appelle le Sensitive Service Domains. C'est lié à la fonctionnalité de DLP. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouvelles options là, avec le DLP, mais il y a notamment celle-ci qui permet d'aller spécifier au niveau du DLP certains domaines, en fait, là, comme ça l'indique ici, pour qu'il y ait juste pour aller sécuriser finalement les informations organisationnelles sur certains domaines. Encore une fois, c'est restreint à Edge, donc s'il y a un autre navigateur qui est permis, ça va pas le gérer. Mais avec Edge, ça va faire en sorte que si on va sur un certain domaine, ben, il y aura moyen de mettre des contrôles supplémentaires comme bloquer l'impression, bloquer le copier-coller, peu importe. C'était des choses qu'on pouvait déjà faire un peu là avec des solutions comme Defender for Cloud Apps, mais ça devient plus facile puis intégré là, à Edge de cette façon-là. Donc ça, c'était pour Microsoft Edge. Avais-tu un point avant que je passe au prochain? Non, j'avais pas grand-chose. C'est sûr que le Microsoft Defender for Cloud App, c'est un peu lourd à déployer aussi. Ça, c'est beaucoup plus léger. Fait que c'est distribué aussi. Là, parce que tu sais, de mon expérience, il y a quand même quelques ratés avec Microsoft Defender for Cloud App. Des fois, les applications tournent en rond. Des fois, ils aboutissent pas. Il y a certains comportements là, qui sont malheureux. Là, mais c'est une technologie qui est difficile puis qui est en émergence, là, les KSB. Fait que ça, de le mettre directement dans le navigateur, au moins, on réduit une couche de problèmes potentiels. Oui, exactement, c'est ça. Je serais curieux de voir, par contre, s'il y a des comportements différents, tout ça, là, versus Cloud App, là, parce que Cloud App, il fonctionnait quand même bien par rapport aux protections sur Edge, selon mon expérience. Ouais, mais en effet... Il y a eu, mais c'est toujours des cas limites, là. C'est toujours ça fonctionne 99% du temps, mais il y a des cas limites qui marchent pas bien, là. Mais j'en ai toujours, s'il s'agit que je les ai rencontrés, mais l'efficacité pour bloquer certains comportements, c'est excellent. On l'avait testé assez loin. On peut juste désactiver certains composants ou pas des différentes applications de M365. Même les clients lourds réagissent dans certains cas aux règles qui sont poussées par la MCAS. Fait que c'est quand même assez bien fait, là, mais bon, c'est quand même plus souple de mettre ça dans le navigateur. Ça réduit les probabilités de mauvais fonctionnement. Oui. Pour Intune, ben là, j'ai brisé mon punch tantôt. En effet, c'est de retour à ce nom-là. Il y a 3 points qui ont été soulevés dans le contexte de Ignite par rapport à Microsoft Intune. Bon, il y a Microsoft Tunnel for Mobile App Management. Puis là, j'en ai fait mention durant parce qu'on parlait de Edge. Microsoft Tunnel, c'est la solution de VPN de Microsoft. Et pour vous donner l'exemple là, de ce que ça peut faire avec les stratégies de protection des applications MAM, par exemple avec Edge, c'est que sur un appareil qui est non géré, donc BYOD, un utilisateur peut, par exemple, utiliser Edge sur son profil personnel et s'authentifier pour avoir plutôt le profil organisationnel sur Edge, donc une séparation. Et
du moment où ce qui est authentifié avec son compte de l'organisation, avec le MAM qui vient mettre en force Microsoft Tunnel, ce que ça va permettre, c'est, par exemple, d'aller activer le VPN seulement pour la session organisationnelle, puis d'aller permettre d'accéder, par exemple, à un intranet qui est hébergé on-prem c'est ça, dans les locaux d'une organisation. Donc, ça vient changer finalement les accès et le comportement entre le profil personnel versus le profil professionnel. Ouais, ça c'est un des aspects du côté MAM que j'aime beaucoup chez Microsoft, qui ont beaucoup développé d'ailleurs. Là. C'est justement là, ce genre de choses. On l'a vu beaucoup avec les applications natives de M365, là, naturellement. Justement, on est capable de vivre dans les deux univers en même temps et sans que ça vienne se contaminer. Puis on est capable d'œuvrer sur le même appareil pour les deux éléments. C'est un peu plus faible sur les appareils lourds. C'est mieux développé sur les appareils mobiles. Je suis content de voir que ça c'est en train de s'étendre davantage justement pour faire cette distinction puis de permettre une plus grande souplesse tout en protégeant les données de l'organisation. C'est toujours le défi des deux. Oui, en effet. Puis c'est ça. Je ne sais pas si je l'avais dit dans un épisode précédent, mais en effet, au niveau mobile, on entend que c'est super. Au niveau PC, il y a l'option qui est toujours dans le dashboard lorsqu'on va créer une stratégie de protection des applications pour mettre en place Windows Information Protection. En 2022, je ne sais pas, ça ressemble à quoi aussi, il y a eu des évolutions, là, mais je vous dirais que fin 2019, début 2020, j'avais essayé de le mettre en place, puis c'était vraiment, vraiment laborieux, puis il y avait énormément de problématiques. Puis un ingénieur à Microsoft m'avait carrément dit de m'éloigner de ça autant que possible. Donc, c'est ça. Je vous le recommande pas nécessairement. Donc, Microsoft Tunnel, c'est ça, j'ai donné l'exemple pour Edge. C'est pas clair s'il y a des cas d'utilisation qui s'appliquent nécessairement pour d'autres types d'applications ici quand on lit la nouvelle au niveau du newsbook de Insight. Donc, ce sera à voir par rapport à ça. Endpoint Privilege Management qui est mentionné ici, encore là, ça, je le souligne aujourd'hui. Ça a l'air d'être une nouvelle fonctionnalité avec Intune qui permet d'élever dynamiquement des droits d'administration à des utilisateurs standards. Quand je lis ça, ça me fait penser à la solution PAM. J'ai pas la réponse aujourd'hui à savoir c'est quoi la différence entre les deux. Peut-être que celui-là a un rôle similaire, mais plus simple à mettre en place via Intune. Bref, je vous mets la puce à l'oreille si jamais vous avez un besoin à ce niveau-là. On a tous des besoins à ce niveau-là, c'est juste qu'on les connaît pas. Non, l'élévation de privilège, c'est un élément fondamental qui est sous-estimé, sous-utilisé à mon avis. Mais oui, s'ils sont capables de l'étendre là, je ne sais pas en quoi ça va se matérialiser cependant, mais s'ils peuvent l'étendre sur le poste de travail, par exemple, ou sur l'appareil mobile, c'est une notion inexistante, mais sur le poste de travail, si on est capable d'avoir ce genre d'éléments-là. Puis arrêter de donner le maudit droit administrateur à tout le monde. Oui. D'être plus granulaire, mais de ne pas empêcher les gens de travailler pour autant d'être capables d'œuvrer dans les deux mondes. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est ça. Il y avait moyen de le faire avec la solution PAM, mais c'était pas nécessairement évident. Je ne sais pas si c'est peut-être une solution qui est plus simple à mettre en place via Intune pour combler ce besoin-là. Enfin, bon, il parle de Microsoft Intune Suite. C'est un nouveau nom qui donne à la suite qu'on peut se procurer. Mais bref, il mentionne ici que ça va inclure une façon de réduire les risques de vulnérabilité en combinant le pouvoir de Defender, donc probablement que ça parle ici de Defender for Endpoint, avec Intune pour aider à identifier et remédier les vulnérabilités de façon automatique. Donc, on le sait, là, avec Defender for Endpoint, pour ceux qui l'ont déployé, ça donne une bonne visibilité sur qu'est-ce qui est vulnérable dans l'environnement. Souvent, les gens font le saut quand ils activent la solution parce qu'ils se rendent compte à quel point il y a énormément d'applications ou de logiciels vulnérables sur leur machine. Ça devient lourd de gestion. Donc, j'en comprends ici que probablement que Microsoft sont en train de travailler en combinaison avec Intune pour aider à venir remédier les vulnérabilités. Teams Premium,
Ça, c'est plus ou moins sécurité, là, mais je trouvais quand même intéressant de le mettre là. C'est un nouveau service de Teams qui s'en vient. Donc, un Teams par rapport aux licences, c'est pas indiqué nulle part. Ça va être quoi qui est exigé. Mais dans le fond, c'est un Teams avec intelligence artificielle. En gros, là, quand on regarde toutes les fonctionnalités disponibles avec Teams Premium, 90%, c'est quasiment tout relatif à de l'intelligence artificielle. Donc, Teams Premium va écouter tout ce qui se passe durant vos rencontres, puis va vous générer une récapitulation ou des comptes rendus intelligents selon ce qui a été dit, avec des tags. Ça a l'air super là, selon ce qu'ils disent. J'ai bien hâte de voir ça va donner quoi, là, mais ils sont supposés de découper la rencontre par grand thème ou grands sujets qui ont été abordés, puis de générer des tâches automatiquement aux personnes qui ont discuté durant la rencontre, etc. Bref, ils ont l'air à miser très gros sur l'intelligence artificielle. Ouais, ben c'est ça, avec la surabondance des rencontres qu'on a connues depuis le confinement, je pense que ça va être bienvenu par bien des gens, ce genre de stratégie-là. Sachant qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle en arrière, fait que ça demande beaucoup de compute, fait que ça va être probablement les licences les plus chères possibles, c'est qu'elles vont rendre ça disponible. C'est un guess éduqué là, par rapport à le coût que ça va opérer ça versus l'argent qu'il faut qu'il fasse, parce que quand même Microsoft est une compagnie qui est là pour faire de l'argent. Là. Mm-hmm. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va faire dans le réel, là, parce que il y a comme surtout en français, là, parce que en général en anglais ça va assez vite. Le support du français comme pour le sous-titrage automatique, ça a pris énormément de temps avant qu'il y ait quelque chose qui sorte et qu'il y ait du bon sens. Puis qui se trompe pas trop, là, ça se trompe encore un peu, mais là, ça devient tolérable. Mais au début, quand le support du français était très, très faible. Donc, c'était plus laborieux ce qu'on pouvait voir à ce moment-là. Fait que ça serait, j'ai hâte de voir. Bon, surtout en français, j'ai hâte de voir. En anglais, j'imagine que ça va être probablement la démonstration qu'ils ont faite devait être enchanter les gens, là. Mais peut-être que les gens n'écouteront plus les rencontres, finalement, on va juste exactement. Peut-être les gens vont être distraits dans les rencontres tout le temps maintenant parce qu'il n'y a plus de raison d'écouter. Il y a une intelligence artificielle qui fait la job à notre place puis qui souligne les points importants qu'on a besoin. Ben, je serais pas contre nécessairement. Mais pour point de sécurité, par contre, Information Protection, je souligne ici, ça va maintenant permettre aussi de mettre une étiquette sur des rencontres directement. Donc, il va y avoir moyen d'aller identifier ou classifier nos rencontres pour dire ça, c'est une rencontre avec du contenu plus confidentiel, etc. Ouais, ben ce qu'on faisait, ce qui est déjà passé dans les équipes Teams, ouais. Mais qui rajoutait des restrictions supplémentaires. Là. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans un épisode dédié à ça, là, mais justement, ça rajoute une couche de restrictions supplémentaires pour des groupes ou des équipes dans lesquelles on veut que ce soit plus confidentiel, si on veut. Là. Les dernières fois, j'avais vu le niveau de restrictions supplémentaires, il n'y avait pas un très grand choix. Mais déjà là, ça augmente la barrière un peu plus haut. Puis là, j'imagine que les meetings vont exiger sensiblement des choses ou tout proche là, en termes de niveau de contrôle supplémentaire et donc le chiffrement et ainsi de suite. Oui, exactement, c'est ça. Ça fait quand même plusieurs mois, je pense, là, qui ont mis en place cette fonctionnalité-là au niveau d'Information Protection pour aller classifier pas juste des Teams, mais des groupes Microsoft 365 et puis des sites SharePoint en tant que tel. Puis même, bon, ils ont été jusqu'à le permettre pour tout ce qui est base de données SQL, etc. Donc, il a l'air à vouloir étendre ça le plus possible, mais en effet, c'est un sujet qu'on va pouvoir couvrir dans un prochain épisode. Microsoft Entra. Il y en a peut-être qui disent qu'est-ce que c'est que ça, Microsoft Entra? Ça, c'est plus ou moins nouveau. En fait, c'est même pas nouveau de Ignite. Microsoft Entra, ça a été publié il y a quelques mois. Je me rappelle plus la date exactement, mais ça fait peut-être 3-4 mois. C'est un nouveau portail, en fait, entra.microsoft.com qui existe, que vous pourrez aller découvrir si vous voulez. C'est tout ce qui est relatif à l'identité. Donc, toutes les mesures de protection de l'identité sont disponibles à partir de ce portail-là. Et puis, c'est le nom qu'ils ont décidé de donner à tous les contrôles relatifs à l'identité. Donc, il y a un paquet d'éléments que vous connaissez probablement déjà dans ce portail-là, comme les règles d'accès conditionnel, la gestion du MFA, etc. Ça se retrouve là. Maintenant,
ils ont sorti durant Ignite ces deux points-là que je vous souligne, qui permettent grosso modo d'avoir plus d'options pour l'authentification multifacteur. Donc, le premier point, Certificate-Based Authentication, donc qui permettent maintenant d'activer la possibilité de déployer un certificat pour faire l'authentification par certificat. Donc, c'est quand même intéressant comme mesure. Et finalement, ouais, vas-y. Ouais, ben c'est des éléments qu'on retrouve, qui sont cachés, on le voit pas, là. Pour ceux qui fouillent un peu dans les entrailles, quand on joint une machine au domaine, par exemple, ben, on le joint à l'Azure AD, ben, il y a justement un certificat qui s'installe qui sert à ce genre de choses-là, puis on embarque aussi. T'as tout ce que Microsoft met beaucoup d'énergie sur le passwordless, le fait qu'on se débarrasse des mots de passe, ces stratégies-là s'inscrivent dans ça avec plusieurs moyens différents. Là, dans ce cas-ci, il offre un moyen supplémentaire pour arriver justement à cette stratégie-là où on va, j'ose espérer, un jour se débarrasser du mot de passe comme étant une espèce de passage obligé, auquel, de façon environnementale, on va se retrouver à être authentifié, puis on va pouvoir rentrer dans les systèmes sans trop d'efforts et sans trop d'erreurs non plus, pour pas que quelqu'un d'autre puisse prendre notre identité. Là. Exactement. Puis en effet, il pousse vraiment là-dessus et c'est un peu en lien avec le deuxième point aussi. Tu sais, au niveau des règles d'accès conditionnel, Microsoft permet maintenant de changer le comportement de qu'est-ce qui est demandé en termes de authentication strength ou force d'authentification. Là. Bref, au niveau des règles d'accès conditionnel, on peut maintenant aller spécifier pour telle règle, je souhaite que mon utilisateur s'authentifie via telle méthode d'authentification. Et pour quelque chose de plus sensible, par exemple, on pourrait demander que ce soit via un certificat. T'sais, on peut vraiment aller jouer là, au niveau des méthodes d'authentification en tant que condition qui est demandée par règle. Donc, avant, c'était simplement on demande le MFA, puis c'est tout là, au niveau des règles d'accès conditionnel. Puis maintenant, on peut jouer avec ça selon le contexte. Donc, ça devient intéressant par rapport à ça. eDiscovery, je dis encore plus au pied dans le sens que eDiscovery, c'est déjà un service qui est extrêmement puissant, qui permet d'aller voir sensiblement tout ce qui se trouve dans votre environnement Microsoft 365 avec évidemment un niveau de permission extrêmement élevé. Mais eDiscovery va encore plus loin maintenant, c'est-à-dire que il n'y avait pas la notion auparavant de version de documents. Donc, quand on allait creuser dans eDiscovery, chercher des documents, ben, on n'était pas en mesure de savoir quelles avaient été d'autres versions d'un document, si jamais il avait été modifié. Et donc, maintenant, on est capable avec eDiscovery de voir ou de détecter la version d'un document. Et on peut aussi détecter des réactions. Parce que, bon, comme c'est écrit ici, les réactions sont souvent un gage de oui, je confirme que j'ai lu ton message, des choses comme ça. Tu sais, dans Teams, on va mettre un pouce par en l'air pour dire qu'on a compris ou qu'on approuve de ce qui a été dit sans nécessairement écrire un message. Donc, ça devenait intéressant d'aller voir ça au niveau de eDiscovery. Même si quelqu'un l'a mis puis l'a retiré par la suite, on va être capable d'aller voir l'historique des réactions des gens. Donc, ça va encore une fois extrêmement loin. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'étais déjà un peu perplexe par rapport à l'ajout de ce genre de fonctionnalité dans un contexte de travail. Je comprends dans le privé, c'est drôle, mais déjà, je trouvais ça un peu particulier, là, ce qui rajoute en plus des éléments de Discovery par-dessus. Donc, il y a clairement un besoin. Fait que là, clairement, il y a des rencontres où les gens utilisent ça abondamment comme moyen de communication, comme on utilise finalement les emojis dans nos textos maintenant. C'est en train de transformer notre langage. C'est vrai. Ça reflète comment nos méthodes de communication évoluent. Oui, exactement. Oui, puis ça devenait nécessaire, là, c'est ça, pour avoir plus de contexte sur ce qui est dit à travers les conversations, finalement, à travers les emojis, les réactions. Le DLP, je dis encore plus d'options parce que, bon, on voit comment Microsoft a travaillé par rapport au DLP depuis que ça a été lancé au tout début. Tu sais, au début, les fonctionnalités de DLP étaient seulement scopées sur tout ce qui est Office 365. Après ça, bon, ils ont ajouté toutes les fonctionnalités de DLP au niveau du endpoint.
avec le DLP for Endpoint. Puis maintenant, bon, ils continuent à ajouter encore plus de fonctionnalités au niveau du DLP. Un paquet d'options supplémentaires. On peut aller spécifier des imprimantes autorisées, des clés USB autorisées, des network share. Il y a beaucoup de nouvelles options au niveau du DLP, puis même au niveau de la configuration des paramètres. Je peux même vous montrer ici, ils ont fait des petits GIFs qui sont intéressants par rapport aux différentes options. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran là, ou si c'est trop flou. Mais on verra au montage. Ouais, c'est ça, hein? Moi, je vois assez bien, puis j'imagine que ça va bien se rendre. Parfait. Ou j'ai des yeux bioniques, là, ça peut être aussi ça. Mais c'est ça, il y a plus d'aspects de contextualisation comme on le voyait plus haut. Ici, bon, il montre comment aller configurer des groupes d'imprimantes, on voit les différentes options pour l'audit de tout ça. Bon, comme on l'a dit plus tôt avec Edge, il y a aussi la notion de site sensible là, ou de domaine sensible qu'on peut aller mettre, unallowed Bluetooth apps, etc. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut aller mettre en place ici. Là, ici, c'est Network Location. Donc, ici, un point qui est quand même intéressant, puis ça, j'ai hâte de voir ça donne quoi là, en le testant, mais il y a plus d'options booléennes, si vous voulez, là, parce que quand on crée une stratégie de DLP, bon, on pouvait déjà aller mettre des conditions, mais c'était assez restreint ce qui était possible. Et maintenant, il y a, comme c'est indiqué ici, là, on peut aller faire des stratégies plus complexes en utilisant and, or, puis not. Donc, par exemple, d'aller spécifier, s'il donne l'exemple avec not, par exemple, note de tel domaine si on veut mettre en exception certains domaines d'expédition de courriel. C'est ça, ça peut aller quand même très loin avec ça. Ça dit ici support for password protected and encrypted files. Un élément que je trouve intéressant ici, que c'est pas implicite là, quand on lit le texte, là, mais quelque chose qu'on voit, c'est ça ici. Le content is not labeled. Tu peux aller utiliser comme condition maintenant quand un document ou un courriel n'est pas étiqueté, c'est quoi le comportement que tu veux qu'il y ait. Donc, on peut aller mettre des restrictions quand le DLP détecte que quelque chose n'a pas été étiqueté avec Information Protection. Bref, énormément de nouveaux scénarios qu'on va pouvoir aller mettre en place avec tout ça. J'ai hâte de voir concrètement ça donne quoi parce que historiquement, de mon côté, par expérience, j'ai eu plusieurs comportements étranges avec le DLP de M365. C'est sa géométrie variable. Ouais. Il est trop sensible à certains égards ou des fois pas assez à d'autres. C'est ça qui est. C'est pas une technologie qui est mature, mais de toute façon, le DLP, depuis le temps qu'on en parle, ça doit faire 20 ans qu'on parle de ça, puis on a toujours rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Là. Microsoft réessaye encore. Là, c'est quand même bien parce que de façon itérative, ils font grandir le produit. Donc, j'imagine qu'avec le temps, on va avoir quelque chose. Puis on n'a pas toute la douleur de déploiement qu'on devait faire dans les années 2000 où c'était très, très compliqué de déployer ces solutions-là. Puis généralement, c'était très... très fragile, ça brisait à rien, tous les documents devenaient inaccessibles, c'était juste pas le fun comme c'était à l'époque. Là. Mais bref, si tant mieux si on sont capables d'avancer, tant mieux si ça va mieux. Mais ça demande beaucoup d'expérimentation oui. Pour maîtriser cette technologie-là, puis ou faire affaire à des experts. Testez pas en prod. Surtout avec des choses comme ça, testez pas en prod. Oui, exactement. Ben c'est ça, tu sais, je dis historiquement, j'ai eu des comportements bizarres, mais c'est pas pour enlever rien à Microsoft. En effet, je trouve que ça vient simplifier énormément la mise en place d'une solution DLP, ce qui était même pas possible là, auparavant. Donc, je recommande quand même d'aller mettre en place des stratégies DLP. C'est sûr que ça ajoute une couche supplémentaire qui peut être très intéressante. Mais en effet, il faut juste prendre le temps de bien expérimenter puis de pas un peu tirer partout, là, surtout en prod avec ça, parce qu'on peut être surpris de ce que ça donne parfois. Très surpris. Et mon dernier point pour notre petite mise à jour Ignite d'aujourd'hui, Information Protection. Maintenant, bon, un point positif par rapport à ça, intégration native avec Adobe Acrobat.
Donc, auparavant, il fallait installer un plugin puis déployer ça à l'ensemble de nos utilisateurs pour qu'ils soient en mesure d'accéder à un document qui a été protégé avec Information Protection. Maintenant, c'est plus le cas. Avec la dernière version de Acrobat, on est en mesure d'aller ouvrir des documents qui ont été étiquetés et qui sont protégés avec Acrobat directement sans avoir de plugin nécessairement. Donc ça vient faciliter la vie. Oui, puis beaucoup de gens, je pense, qui vont l'apprécier, celle-là. C'était un des éléments qui rajoutait beaucoup de complexité là, à l'usage des étiquettes. Là. Oui, en effet. Deuxièmement, héritage d'étiquettes lors d'un export d'un document Office en PDF. Ça aussi, c'est quand même un gros point positif. Lorsqu'on fait l'exportation d'un document Office, beaucoup de gens prenaient pour acquis là, que la protection allait suivre. Et puis maintenant, c'est le cas. Et finalement, un point un petit peu plus mineur par rapport au scanner IP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le scanner qu'on peut aller déployer en local pour aller détecter c'est quoi les types d'informations sensibles qui sont au niveau de votre réseau on-prem, puis potentiellement aller aussi appliquer automatiquement des étiquettes. Ce scanner-là était encore dans le vieux portail Azure Information Protection dans portal.azure.com, puis maintenant est migré dans compliance.microsoft.com. Je dis va parce que c'est pas le cas en ce moment, puis il n'y a pas de date qui a été spécifiée dans le Book of News. Ça va venir, mais on va avoir la surprise quand ça arrive. Oui, entre autres, mais c'est des choses que, mettons, que j'apprécie énormément quand ça fait. Là, je me rappelle ça, ce genre de choses comme quand ils ont décidé de faire justement les portails compliance puis sécurité qui étaient centralisés finalement les éléments, quand ils ont décidé de centraliser la console de Skype dans Teams au lieu d'avoir 2 consoles à part. C'est des choses qui, pour les administrateurs des systèmes, c'est très appréciable. Et au visuel, c'est une chose. Puis les API en dessous aussi, le PowerShell qui était fait pour Teams puis Skype était encore distinct jusqu'à temps qu'ils fusionnent les consoles. Fait que pour les gens qui disent que on ne faut pas utiliser les consoles, effectivement, mais les PowerShell qui sous-tend ça suit comment les consoles fonctionnent aussi. Fait que ça va ensemble de pair. Fait que le fait que ça allait fusionner, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile de scripter son administration dans Teams. Puis là, j'imagine aussi dans tous ces éléments-là, on va avoir ça va ajouter des facilités énormes quand ils abandonnent ces vieilles façons de faire là pour des choses plus modernes. Oui, exactement. Puis c'est louable, là, en effet, de voir tous les efforts qu'ils mettent pour aller intégrer ces différentes solutions-là, parce qu'un des gros points, un des gros enjeux qui revient constamment par rapport aux solutions de sécurité dans Microsoft, c'est la quantité de portails différents dans lesquels il faut aller pour aller gérer tout ça. Donc, on voit qu'ils mettent beaucoup d'efforts pour aller centraliser tout ça. Fait que c'est intéressant là, de voir que maintenant, on devrait s'en sortir avec quasiment 2-3 portails au lieu de quasiment une dizaine avant. Oui, il y avait vraiment une très grande quantité. Oui, c'était la tournée, je me rappelle, ça, il y a 3 ans. Je devais on fait la run de tous les portails pour aller voir toutes les consoles, voir ce qui se passe si tout va bien. Fait qu'on fait comme un tour de garde. Oui, exactement. Là, on va avoir une console unique dans laquelle on va tout voir puis que tout se rattache. Ça, puis ça va faciliter la vie. Donc, quand ça facilite la vie des administrateurs de sécurité, ça va améliorer la sécurité parce qu'on a moins de faire d'erreurs, on voit plus de choses, on est capable de faire mieux notre travail. Fait que c'est des améliorations qui auront des effets très positifs sur la sécurité de ce tenant-là. C'est étonnant. Tout à fait. J'ai dit que c'était un point mineur, mais finalement, c'est un gros point. Tout est important dans l'absolu, là, surtout quand on commence à parler de sécurité. Dans un univers, on est énormément attaqué. Fait que ces améliorations-là vont apporter des changements importants sur nos façons de faire. Là. Juste comme sur le volet Edge, par exemple, là, tout le fait que le typo squatting était une stratégie, tu sais pas les mêler une. C'est sûr que là, maintenant que Microsoft l'a déployé, ils vont trouver d'autres stratégies pour contourner ces règles-là, comme pour quand Microsoft a désactivé les macros. Ils ont tous migré sur d'autres stratégies pour exécuter le même élément. C'est une course sans fin, mais dans la mesure où on est capable de garder l'avance, c'est toujours mieux. Tout à fait. Alors voilà pour le topo d'aujourd'hui. C'est super. Je te remercie énormément. C'est très intéressant justement d'amener ces nouveautés-là, les mettre de l'avant-plan parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps d'aller voir dans tous ces éléments-là, ces évolutions-là. Fait que je te remercie. Ça fait plaisir.